Tu as bientôt un DES sur l'électricité dans l'ARQS et tu veux réviser efficacement. Je te donne en 5 minutes tout ce qu'il faut savoir sur l'électricité en sup. Si tu veux réviser efficacement, ce que je te conseille, c'est de mettre cette vidéo sur pause, de prendre une feuille blanche et de mettre un chrono sur 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, tu écris tout ce que tu sais sur l'électricité dans l'ARQS. Tu verras qu'en faisant ça, ça permettra de voir tout ce que tu as compris du cours et de restructurer tout ce que tu as appris. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir pour l'électricité dans l'ARQS, ce sont les conventions. C'est super important, là c'est la première fois que tu as découvert ça, mais en fait il ne faut pas les oublier parce qu'après parfois on peut faire des erreurs. Tout d'abord, il y a différentes grandeurs qui apparaissent dans l'ARQS. Il y a la charge, Q, qui s'exprime en coulomb, et il y a le courant, qui est la dérivée de la charge par rapport au temps, et ça s'exprime en ampères. Ensuite, une autre grandeur super importante, c'est la tension ou la différence de potentiel, qu'on note en général U, et qui s'exprime en volts. Pour des dipôles, il y a différents types de conventions. Il y a des conventions récepteurs, où là, l'intensité elle est dans le sens opposé à la tension, et la convention générateur, où les deux sont dans le même sens. Il ne faut pas se tromper, si tu as une bobine, une résistance, un condensateur, tu utilises la convention récepteur, et à chaque fois que tu as un générateur de tension ou de courant, c'est la convention générateur qu'il faut que tu utilises. Ensuite, une hypothèse importante sur l'ARQS. Donc l'ARQS, c'est l'approximation des régimes quasi-stationnaires, et dans ce cadre-là, on néglige tout le régime transitoire pendant lequel, par exemple, un condensateur se charge. Et donc dans ces cas-là, on considère que l'intensité et la tension sont constants au cours du temps. En fait, le régime transitoire, il a une durée déterminée, donc ça, c'est ce que vous voyez dans les chapitres sur les équations différentielles. Et donc, ça revient à considérer qu'en fait, on se place à des temps suffisamment longs devant la durée de ce régime transitoire. De toute façon, c'est le cas d'à peu près toutes les hypothèses en physique. En général, il y a beaucoup d'hypothèses comme ça en physique où c'est une histoire de temps caractéristique pour savoir ce qu'on néglige. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est les lois de fonctionnement des dipôles. Donc ça, les lois de fonctionnement, c'est les lois qui donnent U en fonction de I. Et donc ça, il faut bien le connaître. Donc un générateur idéal de tension, il délivre une tension E qui est constante au cours du temps. Un générateur idéal de courant, c'est la même chose avec une intensité I0. Et ensuite, on a une résistance ou un conducteur ohmique. Et donc pour ça, il y a la fameuse loi d'Ohm. U est égal à R fois I, donc U et I sont proportionnels, et R c'est une résistance qui s'exprime en ohm, et le ohm c'est noté avec le petit symbole oméga comme ça. Alors ensuite il y a les lois de fonctionnement des condensateurs et des bobines. Donc pour un condensateur, U c'est Q sur C, ça c'est la loi de fonctionnement de base. Alors parfois c'est plus pratique de raisonner avec I est égal à C dU sur dt, où C est la capacité en farad. Et finalement, il y a la bobine idéale, donc la bobine idéale c'est L dI sur dt, où L c'est l'auto-inductance qui s'exprime en RI. Quand vous utilisez ces lois de fonctionnement, ça vous allez les utiliser tout le temps dans tous les chapitres, faites bien attention aux conventions. Même si on le dit parfois, il y a une tension qui est notée, on oublie de vérifier la convention générateur. Finalement, on a un interrupteur ouvert ça veut dire que l'intensité ne circule pas, donc c'est I égale 0, et le fil c'est U égale 0. Donc avec tout ça, vous avez toutes les lois de fonctionnement. Et donc ça, c'est super utile parce que dans des exercices où vous allez avoir ensuite des régimes transitoires à faire, des équations différentielles à déterminer, et en fait, il faut être super au point sur tout ça. En général, quand vous avez un exercice avec des équations différentielles, il faut commencer par écrire toutes les caractéristiques, toutes les lois de fonctionnement des dipôles, et après raisonner sur les lois des nœuds, lois des mailles. Donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Vous avez des lois sur les circuits. Donc la loi des mailles, elle vous dit que la somme des intensités dans un sens, donc si je parcours la maille dans ce sens-là, c'est des tensions, et donc ça c'est la somme des tensions dans l'autre sens. Donc ici, hop, dans ce sens-là, je rencontre U2 et U3, et dans l'autre sens, je rencontre U1. Donc j'écris que U, c'est égal à U2 plus U3. Donc ça, j'ai écrit de manière schématique, évidemment, on n'allait pas écrire ça sur vos copies de concours, s'il vous plaît. Et donc la loi des nœuds, c'est encore plus simple, c'est l'intensité qui entre dans un nœud, c'est égal à l'intensité qui en sort. Donc là, je vois ici, par exemple, j'ai une intensité qui rentre et c'est égal à toutes ces intensités qui sortent. Donc ici, I1 est égal à I2 plus I3 plus I4. Quelque chose qui est important de savoir, c'est si les dipôles sont en série ou en dérivation. Et parfois, surtout au début, c'est pas toujours simple. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les dipôles sont en série s'ils sont traversés par un même courant, et ils sont en dérivation ou en parallèle si la même tension est appliquée aux bornes. Donc ça, c'est pratique parce que ça permet non seulement de savoir si le dipôle est en série ou en dérivation, mais surtout si on les voit dans les circuits,
on peut utiliser ces règles-là pour pouvoir raisonner sur les tensions, les intensités. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'important? Les résistances équivalentes. Donc ça, c'est une démonstration très classique qu'il faut savoir maîtriser parce qu'on peut vous la demander. Et donc, quand on est en série, là, ces deux résistances sont traversées par la même intensité. Et en manipulant la loi d'Ohm, on se rend compte que R équivalent, la résistance équivalente à tout ça, c'est R1 plus R2. Quand on est en parallèle, c'est 1 sur Rec qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, et ça marche pareil si on a encore plus de résistance. Et donc parfois on l'écrit avec ce qu'on appelle la conductance, G. Donc G équivalent, c'est G1 plus G2. Donc quand on est en série, on somme les résistances. Quand on est en parallèle, on somme les conductances. Et la conductance, c'est 1 sur la résistance, ça s'exprime en O-1. Autre démonstration super utile à connaître, et ça c'est vraiment, je pense, les relations que vous allez le plus utiliser dans vos circuits, c'est les ponts diviseurs. Donc il y a deux types de ponts diviseurs. Ici, c'est un pont diviseur de tension. J'impose une tension ici. Et là, moi, je cherche la tension qui est ici. Donc je peux démontrer cette formule avec les résistances équivalentes. Et donc ce que je sais, c'est que U1, c'est R1U sur R1 plus R2, nanana, jusqu'à Rn. Même chose pour le pont diviseur de courant. Là, c'est la même chose, j'ai une intensité qui arrive et en fait, elle est divisée entre chacune des branches parce que j'ai toutes mes résistances qui sont en parallèle. Donc dans ces cas-là, I1, donc l'intensité qui traverse la résistance R1, c'est G1I sur G1 plus G2, nanana, jusqu'à Gn, où G, c'est encore la conductance. Donc ça fonctionne pareil, il faut bien maîtriser ces relations-là, parce que vous allez voir dans les circuits, c'est vraiment ça que vous allez utiliser le plus. Petit 4, la puissance. Une résistance, ça dissipe de la puissance par effet Joule, on lui donne de l'électricité, elle la dissipe sous forme de chaleur, avec la relation P égale à UI. Et donc ça c'est la relation générale pour tous les dipôles, et donc pour une résistance comme U égale RI, j'ai P qui est égal à RI carré. C'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent dans les intégrales, vous allez voir, quand on vous met les équations différentielles, on vous demande souvent de raisonner sur la puissance qui est dissipée, donc il faut penser à ces formules-là. Pour chaque chapitre, il y a des applications directes, c'est des choses qu'il faut savoir faire et refaire les yeux fermés si on vous réveille au milieu de la nuit, peu importe, super utile pour tous les concours. Ce qu'il faut faire ici, c'est calculer la résistance équivalence d'un circuit, à savoir faire super facilement, et utiliser les ponts diviseurs pour résoudre un circuit. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre un circuit? Ça veut dire déterminer les tensions, les intensités. Ça, c'est un chapitre qui tombe rarement tel quel au concours, que ce soit écrit ou oraux, parce qu'en fait c'est un chapitre de base, c'est un peu la brique élémentaire de toute l'électricité qu'on réutilise par la suite. Par contre, il y a quand même quelques exercices qui sont assez classiques et je pense d'un assez bon niveau. C'est l'exercice sur l'équivalence triangle-étoile. Je me souviens plus si on l'a fait sur cette chaîne ou pas, mais vraiment exercice super classique, pas si simple que ça, donc je vous conseille de regarder, vous trouvez facilement sur internet. Dans le même style, on a le pont de Wheatstone, pareil, un exercice un peu corsé sur la RQS. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce chapitre-là, ça va vous servir pour les chapitres d'après, les circuits transitoires d'ordre 1, d'ordre 2, les filtrages, et donc finalement, il faut vraiment bien maîtriser tout ça pour ne jamais avoir de problème à résoudre un circuit. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose, je t'invite à me laisser un like ou même un petit commentaire qui me fera super plaisir. Et si tu veux récupérer la fiche de cours, je te conseille de t'inscrire sur la plateforme gratuite de Nova Prépa. Je mets le lien juste dans la description et tu pourras télécharger toutes les fiches de cours. À bientôt.